Voilà, bonjour à tous pour ce live incroyable qui va retracer les aventures de mon marathon de Paris. On va pouvoir commencer ce compte rendu dès maintenant. Ce qu'on va faire, dans un premier temps, je vais vous raconter un petit peu, entre guillemets, un peu ma vie, comment j'ai vécu le début, comment j'ai vécu la course. Et une fois que ça sera fait, une fois que vous aurez un peu mon ressenti, on va pouvoir s'attarder sur les chiffres, voir un peu les graphiques, les courbes, voir ce que ça dit et voir si les deux sont en relation ou s'il y a des différences. Et ça, je pense que ça va être assez intéressant. Alors on va commencer déjà avec le matin. Donc le matin forcément réveil à 5h50, 6h. Bon déjà un dimanche ça fait jamais plaisir. Dimanche matin il faisait 0, 1, 2 degrés, quelque chose comme ça. Et ça fait pas beaucoup de degrés. Donc je me posais la question de qu'est-ce que j'allais mettre pour simplement survivre. Le samedi du coup je suis allé à Decathlon acheter des manchons qui se mettent sur les bras pour essayer de me réchauffer un petit peu. En plus de ça, j'avais pris un pull le matin que j'avais prévu de jeter sur la course. Pourquoi pas de t-shirt manche longue ? J'avais peur d'avoir trop chaud par la suite parce que le manche longue ça tient chaud, ouais, ça tient vraiment chaud. Et le truc c'est que j'avais envie d'avoir une solution contre la chaleur sur laquelle je pouvais revenir plus tard parce que forcément en 3 heures de course, à la fin il faisait 8-9 degrés et 8-9 degrés c'est genre juste idéal pour courir. C'est là où les meilleures performances se font en fait. Justement parce que c'est une température idéale pour thermoréguler et qui est propice à la performance. Donc voilà, t-shirt à manches longues, le problème c'est que c'est une solution, après à moins d'enlever son t-shirt tu peux rien y faire. Alors que les manchons, justement, si j'en avais marre, parce que je l'avais jamais testé, et on sait qu'il faut rien tester le jour de la course, mais si j'en avais eu marre, simplement je les aurais retirés. Donc voilà, la gestion du froid c'était le premier problème. Je sors de la voiture, j'ai extrêmement froid pour marcher jusqu'au village. J'arrive sur le village marathon. Le matin c'était très bien passé. Personnellement le matin je stresse très peu. Peut-être parce que avant de faire du triathlon et de la course à pied, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de compétitions en sport de combat. Et autant dire que je stressais énormément à l'époque. Parce que se faire taper dessus c'est jamais super cool. Par contre courir une course, en soi... ça va, ça me stresse pas trop. Donc j'arrive sur le village marathon, très bien fait ça pour le coup, puis c'est surtout sympa avec le cadre. Le seul truc qui était un peu mal fait, c'est que pour rentrer dans son sas, j'ai dû escalader une barrière. Ce qui est quand même dommage, surtout que je suis arrivé à l'heure. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de monde dedans, tellement de monde à l'extérieur, qu'en fait, il y avait deux grilles RAS, que je me mette à votre niveau, qui étaient juste entrouvertes comme ça, de 1 mètre, je dirais. Et en gros, sur ce mètre-là, il y avait des milliers de personnes qui devaient passer, donc imaginez bien que ça fait un embouteillage en fait simplement. Donc j'ai dû escalader, ça va, et je me suis dit, juste avant de sauter, je me suis dit bon, ça serait quand même dommage de se faire une cheville sur ça, juste avant de commencer le marathon, simplement parce que le sas est embouteillé. Une fois dans le sas, écoutez, j'ai juste attendu mon heure venir, j'avais une petite dizaine de minutes. Ah d'ailleurs, tout à l'heure je vous ai dit que au final en fait un triathlon ou une course à pied ça me stressait vraiment pas tant que ça. Par contre j'ai un symptôme corporel qui prouve qu'en fait au fond de moi inconsciemment je suis quand même stressé, c'est que j'ai envie de faire pipi tout le temps, vraiment. C'est-à-dire que je me suis changé, ensuite en sortant de la zone du village triathlon, du village marathon, il y avait des toilettes, j'y suis allé. Ensuite je suis rentré dans mon sas, il y avait des toilettes, j'y suis allé. Ensuite je me suis dit bon comme ça au moins pour la course je suis tranquille. J'ai franchi la ligne de départ, donc littéralement 5 minutes après être allé aux toilettes, j'ai envie d'y retourner. Donc je me suis dit déjà au 73 de Turquie, ça m'a peut-être coûté une place de faire pipi pendant que je courais. Donc là, ça me ferait vraiment trop mal au cœur que ça me coûte les 3 heures. Donc au final, j'y suis passé. Enfin, j'y suis pas allé justement. Dans ma vidéo qui est sortie la semaine dernière, je disais qu'en gros, j'allais faire donc j'allais forcément faire ma stratégie en U sur le marathon, mais qu'en plus de ça, j'allais prendre une stratégie un tout petit peu plus sécuritaire, on va dire, où en fait je partais 1 minute après le porte-drapeau des 3 heures, et une fois que je le rejoignais, j'essayais de le maintenir un petit 10 km, au moins histoire de tenir l'allure, et ensuite je le dépassais. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai laissé passer devant moi le porte-drapeau des 3 heures, j'ai attendu 1 minute. Alors le truc c'est que à l'allure de course, donc environ 4 minutes 10 du kilomètre, laisser 1 minute, ça veut dire que le porte-drapeau est à 250 mètres devant soi, ce qui en soi n'est pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il est vraiment pas très loin, mais à la fois, t'as l'impression de jamais le rattraper, quoi. C'est-à-dire que ça te met au moins 10 bornes pour rattraper 250 mètres, donc ce qui est quand même pas mal, mais c'est le but forcément parce que je me suis dit si je pars après le porte-drapeau des 3 heures,
Que je le rattrape, voire que je le dépasse et que je le tiens jusqu'à la fin, ça m'assure de finir sous les 3 heures quoi qu'il arrive. Au final, je l'ai rattrapé vers le kilomètre 5 ou le kilomètre 6, il me semble, et au lieu de courir à côté de lui, parce que j'ai couru à côté de lui 2, 3, 4 kilomètres, au final ça brisait beaucoup trop mon rythme, j'avais envie de courir un tout petit peu plus vite, pas forcément beaucoup, mais 5 secondes du kilomètre plus rapide que lui, et donc ça t'empêche de courir avec. Donc simplement à partir de ce moment-là, je me suis dit quelque chose de très rationnel. Voilà, tu le dépasses, et à partir de maintenant, faut pas que tu revoies la couleur de son drapeau, en gros. Il y a toujours des petites adaptations en fonction de la forme du jour. Psychologiquement, donc là c'était le début de la course, pour l'instant ça allait bien. Psychologiquement, en vrai, j'étais pas trop dans la course, simplement parce que c'était pas vraiment du stress, mais c'était plutôt de l'appréhension, dans le sens où j'avais encore à l'esprit le marathon d'Amsterdam. J'avais plus trop la notion de est-ce que je cours trop vite, est-ce que je cours trop doucement. Alors forcément il y a l'entraînement, mais le problème c'est que l'entraînement pour le marathon d'Amsterdam, c'était un entraînement non polarisé, donc en fait tous mes entraînements je les courais moyennement vite, ce qui fait que j'avais l'habitude d'une intensité moyenne pendant des périodes relativement longues. C'est-à-dire que ma sortie longue que j'avais faite 2 semaines avant le marathon d'Amsterdam, au final elle faisait que 1 minute 50, mais c'était 1 minute 50 à 4 minutes 30 du kilomètre qui était mon allure marathon. Et là, pour préparer cette course, comme c'est de l'entraînement polarisé, au final mon allure fondamentale, qui représente presque 70-80% de mon entraînement, est beaucoup plus lente, 45 secondes, 1 minute plus lente que mon allure de course. Donc en fait au final j'avais un petit manque de repères à ce niveau-là, de est-ce que cette intensité qui m'a l'air facile, parce que en plus j'avais ma montre, je voyais très bien qu'au niveau cardio j'étais facile, mais je sentais que les jambes étaient lourdes et je me disais est-ce que je vais vraiment réussir à la tenir pendant 3 heures. Là il y avait une petite incertitude à ce niveau-là, et c'est vrai que cette incertitude elle m'a empêché de profiter des 10-20 premiers kilomètres, quoi. Donc l'effet foule, ça tombe très très bien, on va en parler. La stratégie en U veut qu'au début on court légèrement plus vite que son rythme de course, ensuite que son rythme de course soit maintenu, et à la fin de faire la même, de sprinter sur le dernier kilomètre, d'accélérer tout du moins. Le problème c'est qu'il y a tellement de monde au départ qu'en fait c'est très compliqué d'aller plus vite que la foule, et si on veut aller plus vite que la foule, il faut slalomer un peu partout, essayer d'éviter les gens, et le problème de slalomer c'est qu'on perd de l'énergie pour rien, quoi. Donc quand j'ai commencé, vous allez voir, j'ai couru légèrement plus vite sur le premier kilomètre, mais j'ai pas non plus 20 secondes de différence avec mon allure marathon. J'ai une dizaine de secondes supplémentaires par rapport à ma moyenne. Donc la volonté était là, la réalisation était un tout petit peu différente, parce que voilà, j'avais pas envie de slalomer entre tout le monde. Amsterdam, c'était de tête, je sais plus, 15 000 participants, là il y avait plus de 45 000 personnes, donc vous imaginez bien que la route était pleine, quoi. J'ai jamais vu ça, honnêtement, sur aucune course que j'ai fait, j'ai jamais vu autant de monde. C'est-à-dire que à tous les moments, j'étais jamais tout seul, et il y avait pas genre 2-3 personnes à côté de moi, j'étais dans une foule. Et pourtant je courais pour les 3 heures, donc j'imagine même pas pour les 4 heures, pour les 5 heures ce que ça donnait. Ça devait être vraiment dingue. Et en plus de ça, ce qui a fait que ma stratégie en U était un peu ratée, c'était que après avoir sprinté pour le premier kilomètre, l'objectif c'est de ralentir après, c'est-à-dire qu'on a fait le job, on s'est lancé, la fréquence cardiaque est montée un peu plus vite que prévu, justement pour permettre l'accès à l'oxygène, mais une fois que ça s'est fait, normalement on est censé ralentir, voire même en dessous de son allure de course, pour pouvoir justement récupérer un petit peu, se détendre, et puis laisser parler son envie. Le problème de la foule, c'est que en plus de t'empêcher d'accélérer, elle t'empêche de ralentir au bout d'un moment. Donc au final, d'un départ qui devait être rapide, le kilomètre 2, le kilomètre 3 était lui aussi un tout petit peu rapide, ce qui fait que ça a ruiné un tout petit peu la stratégie. Donc du coup je continue, et il me semble qu'à partir du kilomètre 5, c'est là où j'ai compris que le parcours de Paris allait pas être forcément simple, simplement parce que Paris c'est pas aussi plat que ce qu'on croit, ça monte plus que ce que je pensais, et au final des faux plats qu'on finissait pas, quoi. C'est-à-dire qu'on tape un faux plat, ensuite sur, je sais pas, 1-2 km, en plus après ça descend sur 500 mètres, donc après bon, c'est pas non plus des descentes à 10%, c'est-à-dire que les trailers sont en train de rigoler doucement, j'en suis sûr, mais c'est une stratégie à avoir, et au final c'est une course plus compliquée, en tout cas en termes de gestion et en termes de technique de course, montée-descente, que ce que peut être MGTFA qui dit Paris en faux plat, oui, alors là forcément, alors honnêtement, tu vas voir les courbes de dénivelé tout à l'heure, ça grimpe plus que ce que je pense, c'est-à-dire que justement j'étais assez paniqué parce que j'étais pas sûr de mon intensité, j'étais pas sûr de la gestion de ma vitesse, ce qui fait que
je me reposais sur la gestion de mon cardio, c'est-à-dire que avant de commencer, j'avais établi ma stratégie. En gros, je savais qu'au niveau de mes battements cardiaques, mon allure marathon se trouvait normalement aux alentours de 155 battements par minute en début de course. Et la fin de ma course sur Amsterdam s'était fait quand mon battement cardiaque avait atteint 170 battements par minute. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à sombrer dans les enfers. Et là, du coup, ce que je me suis dit, c'est d'accord. En gros, il va falloir que tu maintiennes 155 battements par minute le plus longtemps possible, voire voilà, vraiment te relâcher, quitte à suivre quelqu'un, etc. Et dès que tu vois que ça commence à dépasser 160, tu commences à t'inquiéter. 165, tu sais que t'en as plus pour longtemps. Et 170, bah, c'est la fin pour toi et il faut espérer que tu sois proche du 40e kilomètre. C'était ça en gros ma stratégie. Et justement sur tous les faux plats, bah, je voyais ma fréquence cardiaque qui commençait à augmenter, qui se rapprochait des 160. Alors quand t'es à 10 km et qu'il t'en reste 32 et que t'es déjà à 160 battements par minute, bah, j'étais en train de me dire bah ça va être chaud quoi. Genre je suis pas sûr que je suis en train de bien respecter mon allure. Au final ça s'équilibrait parce que forcément dans la descente le battement cardiaque redescend, je redescendais même à 146, 147 battements, ce qui est au final très proche même de mon allure fondamentale au niveau cardiaque. Voilà, j'arrive sur le semi, assez confiant, là on arrive au niveau des quais. La petite barrière psychologique que j'avais c'était 29 km, parce que 29 km c'est là où j'ai pété dans le tas à Amsterdam, et je me suis dit bon, si t'arrives au 29e et que t'es pas totalement cramé, ça veut dire que déjà ta gestion de course est beaucoup mieux. Et en effet, quand je suis arrivé au 29e kilomètre, j'étais encore totalement frais. Et d'ailleurs, au 29e kilomètre, ça me fait penser que y a une des personnes qui regarde mes vidéos qui m'avait envoyé un message pour me demander si elle pouvait courir avec moi à partir du 29e. Ce à quoi j'ai répondu oui. Et donc du coup, on a couru ensemble jusqu'au 40e, il me semble, quelque chose comme ça. Et ça m'a pas mal aidé parce que, en fait, alors j'ai une stratégie sur les courses. Je sais pas si vous faites la même chose, si vous faites pas la même chose. En fait, simplement, je suis une personne, je l'avais fait déjà en Turquie, je l'avais pas fait sur Amsterdam ni sur les courses présentes, mais en tout cas je l'avais fait en Turquie et ça m'avait bien aidé. En gros, je me mets 2-3 mètres derrière quelqu'un et forcément psychologiquement, ça permet de penser à rien, je fixe un point sur son t-shirt et c'est un peu comme si je m'hypnotisais en gros. Je pense à rien d'autre, je regarde juste ce point-là, je me relâche, je respire bien et je déconnecte le cerveau et je fais en sorte que ça passe le plus vite possible. Donc ça demande simplement d'avoir une bonne concentration parce que si on n'est pas assez concentré, bien en fait on sort de cet état-là assez facilement et au final on utilise de l'énergie pour rien quoi. Ce qui est bien, c'est dans cette psychologie dans laquelle je me mets, dans cet état mental on va dire, c'est que j'ai l'impression d'être super efficace et justement de pas gaspiller de l'énergie en pensant à autre chose, à regarder à gauche, à droite ce qui se passe. Voilà, vraiment je suis quelqu'un, j'ai même pas besoin de faire attention à la route, à ce qui m'entoure. Donc certains pourraient peut-être dire que c'est de la triche de suivre quelqu'un, mais bon. En soi, chacun sa course et chacun ses techniques psychologiques. On va dire que même les marathoniens professionnels ont des lièvres jusqu'au je sais plus combienième kilomètre. Donc voilà, c'était ma stratégie. Donc je remercie la personne au 29e kilomètre qui m'a rejoint et avec qui j'ai couru. Enfin 29-30 km on passe juste devant la Tour Eiffel et justement c'est un peu le signe sur le marathon de Paris, c'est-à-dire qu'à partir de la Tour Eiffel, c'est là où il faut commencer à serrer les dents et bizarrement, et bien cette fois-ci, j'étais très très bien. Le mur des 30 km que je n'ai absolument pas vécu et ça me fait plaisir parce que on en entend tellement parler tout le temps qu'on a l'impression que c'est une légende, que c'est immuable, que personne peut éviter le mur du 30e kilomètre. Et là, au 30e, j'étais bien, quoi. J'étais bien. C'était dur, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu cours déjà depuis plus de 2 heures, il faut bien comprendre que c'est compliqué. Surtout que dès que j'ai commencé, premier kilomètre, j'avais déjà un point sous le pied. Et je me suis dit, putain, les 41 km qui restent, ça va déjà être dur. J'avais les mollets qui commencent à être lourds déjà dès le 2e, 3e kilomètre, donc sûrement déjà avec le stress, un peu psychologie, mais pendant les entraînements, j'avais déjà vu que physiquement, musculairement, j'étais pas tout à fait au point, que souvent le cardio était largement ok, mais que les jambes commençaient à devenir lourdes, ou alors courbaturer relativement vite pendant l'effort. Et je savais que c'était ça qui allait me gêner le plus. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'à partir du 35e kilomètre, j'ai commencé à avoir les jambes hyper raides, mais pas raides dans le sens crampe, dans le sens où j'étais déjà courbaturé. Et c'est normal parce que en fait, au final, un muscle, c'est un matériel comme un autre, hein, c'est-à-dire que en termes de mécanique, alors attention, j'ai fait de la biomécanique, j'ai pas fait de la mécanique, mais chaque matériau a une résistance
par exemple à l'étirement ou à la résistance à une contrainte qu'on lui impose. C'est-à-dire que par exemple, quand on achète un téléphone, à chaque fois ils disent bon bah voilà, ton téléphone, on a appuyé dessus pendant 10 000 fois, il a résisté, donc normalement c'est bon. T'achètes une voiture, ta porte, on l'a claqué 100 000 fois, donc t'inquiète pas, tu peux la claquer autant de fois que tu veux, il se passera rien. En gros, un muscle c'est un peu la même chose. Il y a un truc qui s'appelle le cycle d'étirement jusqu'à la rupture, et en gros je pense que l'entraînement, ça permet des adaptations forcément au niveau du muscle en soi. Et là ça a un peu pêché parce que au niveau du 25e kilomètre, mes muscles étaient KO quoi. C'est-à-dire que au niveau cardiaque, etc., eh bien ça allait. Enfin, bon, à un moment au niveau de Boulogne, il y a une côte qui est quand même relativement raide. Je sais plus exactement, ça doit être vers le 37e. Là je suis monté à plus de 170 battements par minute, donc ce qui est au-dessus de mon seuil, et c'était vraiment chaud quoi. Surtout en fin de course où j'avais déjà plus de jambes. Je pense que c'est ça qui m'a achevé en partie, et donc à la fin je commence à courbaturer. Les 5-7 derniers kilomètres, ils étaient longs. Obligé de ralentir, et qui dit obligé de ralentir dit la fréquence cardiaque qui diminue aussi en adéquation avec quoi, proportionnellement. Et je me souviens qu'à Amsterdam c'était un peu la même chose. Mais le problème c'est qu'à Amsterdam c'est arrivé au 29e kilomètre, donc c'est à dire qu'il me restait un peu plus d'une heure à parcourir, alors que là il me restait que 30 minutes, donc 30 minutes à tenir au mental. Au niveau psychologique c'est beaucoup moins difficile. Après quand je dis beaucoup moins difficile, parce qu'en fait quand on fait un effort de longue durée comme ça, ce qui joue aussi beaucoup, c'est une fatigue un peu, en plus de musculaire, en plus de physiologique, une fatigue neuronale, une fatigue centrale et périphérique, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de mal à se concentrer. Quand je vous dis qu'au début, il y a une phase, au début, sur les 20-30 premiers kilomètres, où je suis vraiment dans une phase où j'essaye de me... je dis hypnotiser, c'est une image évidemment, hein, mais c'est un peu comme... je sais pas, vous prenez la voiture, ok, et vous faites un chemin que vous avez l'habitude de faire des milliers de fois, d'accord, tous les jours vous le faites 2-3 fois, et bien à des moments vous pensez à autre chose, vous partez de chez vous, vous arrivez au point B et vous n'avez pas vu la route passer. Et ben en gros c'est exactement la même chose que j'essaie de reproduire pendant mes courses. Je regarde un point, donc une personne devant moi qui a quelque chose d'assez distinctif, je fixe ce point là, je me concentre et je ne pense à rien d'autre qu'à ce point, et voilà, je m'assure quand même qu'il court assez vite, et voilà, je me laisse embarquer là-dedans. À partir du 35e kilomètre, impossible de faire ça, c'est-à-dire que dès qu'on essaie de se concentrer sur quelque chose, on se refocalise directement sur la douleur musculaire, la difficulté de l'effort, etc. Donc les 30 dernières minutes passent beaucoup plus lentement que les 2h30 qui restaient quoi. Enfin qu'on avait déjà fait plutôt. C'est quand tu fais des entraînements VMA chaque semaine, quand tu fais des entraînements de seuil, t'as l'habitude de souffrir aussi, donc au final t'arrives à t'accrocher quoi qu'il arrive, même si c'est assez éreintant. Et après c'est la fin, on arrive, on voit 40e kilomètre, 41, j'ai pas vu les derniers panneaux, ce qui fait que moi qui voulais accélérer, j'avais plus de jambes, mais de 2, j'ai même pas vu qu'on arrivait au bout, c'est-à-dire que j'ai vu un panneau 500 mètres, j'ai fait 500 mètres, oh non, ma stratégie en U, ils vont dire que je l'ai pas faite, et donc j'ai essayé d'accélérer, mais bon, c'est trop tard quoi. Quand t'as commencé à te traîner les fesses sur les derniers kilomètres, 500 mètres ça te permet pas de faire un U. Donc pour ceux qui me posaient la question, et j'ai vu vous étiez beaucoup à me reposer la question, est-ce que t'as respecté ta stratégie en U? Ouais, j'ai essayé, mais comme je vous ai dit, au début trop de gens pour le faire, et à la fin je me suis fait prendre de court quoi. J'ai fait un stratégie en U sur 500 mètres. Mais est-ce que ça compte? Je pense que c'est une bonne première expérience. Voilà. Ça mériterait d'être refaite par la suite, mais en tout cas dans un premier temps, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais faut être un peu indulgent avec moi, s'il vous plaît. Donc voilà, en gros, j'arrive sur la ligne d'arrivée. Il y avait ma famille, donc j'ai fait un petit détour, un petit crochet, voilà, et je passe la ligne. Différence avec Amsterdam, je passe la ligne. Ça fait depuis le 29e kilomètre que j'en peux plus. J'ai pris tout ce que je pouvais prendre, obligé de me mettre par terre, voilà, c'est-à-dire que je pouvais même plus marcher. Il y avait une petite zone avec tout le monde qui était par terre, avec les infirmiers, etc. Je me suis allongé, ils m'ont dit monsieur ça va, vous allez pas mourir. Je dis non, laissez-moi tranquille, j'ai juste plus de jambes, je ne peux plus marcher. Mais ça va aller. Alors que là, je finis mon marathon, mes jambes sont lourdes, j'ai du mal à marcher quand même. Mais pas besoin d'en faire tout un cercle non plus, hein. C'est-à-dire que je pouvais avancer en boitant un petit peu, voilà, le temps que tout se remette en place. J'ai fini de détailler mon parcours de manière subjective, maintenant on va pouvoir s'attarder aux chiffres. Un truc intéressant, lui il m'a fait vraiment beaucoup trop rire. Quand je suis arrivé, donc on m'a remis la médaille, ensuite il y a une petite collation, voilà, et j'arrive au bout, donc je m'approche du village athlète, c'est là où on va pouvoir récupérer les sacs, et je vois un mec
qui insulte les morts de tout le monde. C'est-à-dire il les insulte pas vraiment, quoi, mais je sais pas, il parlait aux vigiles, il disait ouais, tout, voilà. J'ai pas envie de l'imiter parce que j'ai pas envie d'être vulgaire, mais vous avez bien compris le personnage. Et il se retourne vers moi, et donc il me regarde dans les yeux, et tout d'un coup, il devient hyper sympa, et il me fait « Ah, salut Tristan, ça va? Alors t'as réussi les 3 heures ?» Oui. Et du coup, il me fait « Ah, ok, c'est cool !» Et il se retourne et il recommence à insulter tout le monde, et tout. Et lui, il m'a fait beaucoup trop rire. Et donc voilà, ça me fait plaisir de voir certains d'entre vous. Voilà, si jamais t'es ici et que tu te reconnais... Est-ce que tu as eu des impacts fatigue musculaire après marathon, le soir même ou jour suivant? Ah ben, là je recommence à peine à pouvoir marcher, c'est-à-dire que impact musculaire, comme je vous l'ai dit, je pense honnêtement, et je l'avais dit déjà que... on va pouvoir parler entraînement un petit peu. Je dis depuis le début que mes faiblesses, c'est l'entraînement au seuil. C'est-à-dire que c'est un entraînement qui représente physiologiquement une certaine intensité, mais c'est aussi une vitesse qui représente en termes de contraintes mécaniques une certaine intensité aussi au niveau de l'impact. Et quand je dis que mon seuil est ma faiblesse, c'est-à-dire à la fois au niveau physiologique mais aussi à la fois mécanique, parce que sur les dernières séances de seuil que j'ai faites, et ça l'a très bien mis en avant, simplement si je cumule un 3 x 10 minutes au seuil ou un 4 x 10 minutes au seuil, j'ai même pas fini la séance que j'ai déjà des courbatures. Donc ce qui veut dire que mes muscles ont une résistance dans le temps assez faible, alors sûrement lié à mon poids, qui est quelque chose qu'il va falloir que j'améliore, mais ça je le savais déjà, soit simplement parce qu'ils sont pas entraînés pour, c'est-à-dire qu'à la fois ils peuvent être très forts, ce qui a été développé par les séances de force, qui a été développé par la PPG, mais au-delà de ça, il y a une chose qui s'appelle, qu'on pourrait appeler entre guillemets l'endurance musculaire, et c'est très très intéressant parce que Joe Friel, j'ai appris son nom, lui il parle pas d'entraînement au seuil, il parle d'entraînement en endurance musculaire. Et c'est très intéressant parce qu'en fait au final, même s'il parle de tout l'aspect physiologique, ça démontre bien que cette vitesse-là, c'est une bonne vitesse en termes d'entraînement d'endurance, entre assez long pour pouvoir créer des adaptations liées à la longueur de l'effort, et à la fois assez intense pour pouvoir créer des adaptations liées à la contrainte mécanique liée aux muscles. Parce qu'au final, quand on court à allure fondamentale, en termes de contrainte mécanique, c'est très 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 léger, quoi. Et c'est la preuve, même allure marathon, c'est assez léger parce qu'il a fallu que je cours presque 2h30 avant d'avoir ces types de courbatures là, alors qu'à l'entraînement, un entraînement au seuil, à peine 30 minutes au seuil en cumulé, donc 3 x 10 minutes, et j'ai déjà ce type de faiblesse musculaire. Donc ça prouve bien que l'entraînement au seuil, c'est un entraînement déjà assez privilégié pour travailler ce type de truc. Est-ce que par exemple l'entraînement en montée aurait les mêmes bénéfices? Je sais pas, parce que l'entraînement en montée, la différence c'est que tu as beaucoup de contractions concentriques, c'est-à-dire que ton genou monte et c'est la contraction de ton muscle qui te fait monter, alors que les entraînements à plat, c'est purement de la force élastique. Donc est-ce que si on est spécialisé dans des entraînements à plat, ça vaut le coup de faire du seuil à plat, ou est-ce que ça vaut quand même le coup de faire un peu de côte pour travailler justement cette endurance musculaire dont je parle? C'est une des questions que je pose. Voilà, si vous avez votre propre avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vraiment, n'hésitez pas avec les commentaires, plus il y en a, mieux je me porte. Alors, on va pas se perdre parce que en fait, au final, j'ai pas du tout fini mon analyse sur mon marathon. On va pouvoir reprendre certaines courbes qui vont être très très intéressantes. Alors ça, c'est la courbe de mes vitesses sur le marathon de Paris. Donc, honnêtement, c'est vraiment pas mal. On voit sur la fin que ça a commencé à flancher un petit peu, hein, on va pas se le cacher. Mais est-ce qu'on considère que cette petite barre là, est-ce qu'on considère que c'est un U? Regardez, il y a une petite barre au début, une petite volonté tout du moins, et une petite barre à la fin. Est-ce que vous me l'accordez, s'il vous plaît? Donc là, on peut voir, au final, par rapport à ce que j'ai dit et par rapport à... Ça met en perspective ce que disait Véronique Bila sur l'entraînement, après qu'on prenne ou qu'on prenne pas. Au final, je pense que si on prend, là, j'ai pas plus ni moins, je pense que j'ai passé autant de temps au-dessus de ma moyenne que de temps en dessous de ma moyenne. J'ai des variations de vitesse on va dire, elle est plus ou moins 20 secondes, plus ou moins 10 secondes en gros. Cette ligne là c'est 4 minutes du kilomètre, et cette ligne là c'est 4 minutes 20 du kilomètre. Donc vous voyez, ça alterne entre les zones. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut comparer directement ça avec Amsterdam, où là je passe largement plus de temps au-dessus de ma moyenne. C'est à dire que ça là,
en quoi 10 km quoi, je ruine 30 km de course. Alors que là, voilà, là il y a juste les 4-5 derniers qui sont vraiment compliqués, et encore 4 derniers, mais sinon ça passe plutôt bien. Ce qu'on va faire, alors prenons déjà altitude. Voilà. Monsieur, voilà, tous ceux qui me disaient là, qui étaient mauvaise langue tout à l'heure, qui disaient ouais, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Regardez, il dit combien sur. Combien il met de dénivelé? Oh, lui, mais c'est 780, ok, d'accord. Il est totalement perdu. On va pouvoir voir sur la carte. Donc, quand c'est jaune, c'est que ça va. En gros, c'est que je me trouve aux alentours de 155 battements par minute. Voilà, ce qui est pour moi un battement par minute normal, d'accord, que je dois pouvoir respecter. Quand ça passe sur les petites zones un petit peu orange, là, juste ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas ici, c'est que je passe au-dessus des 160. En gros de moyenne, et que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc vous voyez qu'à partir là du 22e kilomètre, ouais, c'est quand je passe au-dessus de 155, donc vous voyez que là 158, 160, 159, voilà. À partir de là, à partir du SMI, je passe au-dessus de 160. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que ma fréquence cardiaque critique c'était 170, donc j'ai encore 10 battements cardiaques de réserve, et c'est vraiment ça qui m'a permis de pas trop me remettre en question. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un peu de doute parce que je savais pas si j'allais réussir à tenir la vitesse. Je voyais que physiquement, dès le 2-3e kilomètre, je commençais déjà à être lourd au niveau des mollets, au niveau de la voûte plantaire. Et vraiment, ce qui m'a permis de tenir, c'est d'avoir un feedback au niveau cardiaque. Et même si à l'entraînement, je ne regarde presque jamais ma fréquence cardiaque, sauf sur mes entraînements fondamentaux, en course, c'est vraiment super important, quoi. Parce que ça permet de savoir qu'au niveau physiologique, on n'est pas dans le rouge. Et justement, et ben là on peut voir, voilà, ici là, vous voyez là, juste à côté de la porte d'Auteuil, juste là. Et bah ici, il y avait une côte. Et on la voit là, on la voit très très bien. Elle était raide. Aïe aïe aïe. J'ai bien cru mourir à ce moment-là. Et voilà, je suis monté à 170, et à partir de là, et ben voilà, j'avais plus de jambes, et après on a une petite volonté de revenir là, mais qui est un peu tard. Donc au niveau cardiaque, c'est vraiment ça qu'on peut observer. Très très bien sur la première moitié, là un peu moins bien, donc ça veut aussi dire, attendez, si on regarde sur mon graphique, à partir du 15e, bah voilà, c'est-à-dire que ça s'est assez senti, c'est-à-dire que j'avais besoin aussi de récupérer quelque part, j'avais besoin, voilà, d'être en dessous de ma moyenne, et je me suis laissé aller. D'ailleurs, quand j'ai regardé mes splits sur l'application du marathon, j'ai très bien vu que entre le kilomètre 10 et le kilomètre 15, bah, j'avais ralenti, et peut-être que si vous m'avez suivi sur l'application du marathon, peut-être que vous avez dit ah là là, il est déjà en train de craquer, il va pas réussir. Non, c'était juste un tout petit passage pas à vide, mais où je sentais que j'avais besoin de récupérer, justement parce que je voyais que ma fréquence cardiaque était relativement haute, donc je me suis laissé le temps de ralentir un petit peu, de retrouver une fréquence cardiaque normale entre guillemets. C'est-à-dire que juste après, voilà, je redescends à 150, j'ai même vu un 143 à un moment, mais voilà, 150 battements par minute pour moi c'est normal, quoi. Et après voilà, après le semi où ça commence à remonter, et progressivement, si on voit les splits là, à partir du 23e, voilà, on voit que ça augmente, on voit que ça augmente progressivement jusqu'à ce que ça craque à partir du 37e. Et comme je vous ai dit, le 37e, yes, c'est là où ça commence à être très très dur, et là j'avais les jambes très 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 lourdes. Ce qu'on va pouvoir regarder aussi, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai travaillé avant mon 73 de Turquie, j'ai travaillé techniquement sur ma fréquence de pas, parce que j'ai très vite vu qu'en fait il y avait, au niveau de la quantité de blessures, en plus du fait d'avoir incorporé cette allure fondamentale que j'utilisais pas avant, et je suis même pas sûr que pendant mon Ironman de Nice, enfin pendant ma préparation, que j'utilisais cette allure fondamentale, je ne sais plus, mais par contre en parallèle, j'ai travaillé sur ma fréquence de pas, où on peut voir que en gros, en moyenne sur le marathon d'Amsterdam, j'étais à 83 pas par minute, enfin foulée par minute, c'est-à-dire pied gauche, pied droit, ça fait 1. Alors que sur le marathon de Paris, je suis à 88, donc j'ai augmenté de 5, ce qui a pas l'air beaucoup, mais au final, ce qui est quand même pas mal. Et au final, j'ai passé pas mal de temps au-dessus de 90, ce qui veut dire que déjà là, il y a eu une petite adaptation technique. Une première adaptation technique qui est importante, je trouve, à la fois à l'entraînement pour diminuer les blessures, et à la fois, je pense, en course pour s'économiser un petit peu. D'ailleurs, en parlant de foulée, chose très très intéressante,
Pendant la course, je sais pas si ça a joué sur quelque chose, mais je vous en parle. Je changeais de temps en temps ma foulée pour essayer, alors soit de l'agrandir, soit de la rétrécir, et je variais justement avec cette fréquence de pas pour justement essayer d'allonger un petit peu au niveau de la foulée, changer un petit peu l'amplitude musculaire, me délasser un peu les jambes, justement parce que même si ouvrir un peu sa foulée, ça augmente l'amplitude, donc forcément si on change pas la fréquence, ça augmente la vitesse, mais ça permet au niveau musculaire de se redétendre un petit peu, de la manière que des fois on bouge un peu sa nuque. Au niveau des jambes, j'ai trouvé ça vraiment bénéfique de changer ma technique de foulée pendant le marathon, et ça je pense qu'au niveau fatigue musculaire, ça m'a pas mal préservé. Alors pas trop aérienne parce que déjà que j'avais les mollets un peu chargés, fallait pas non plus trop les charger, mais voilà, ça c'était une de mes stratégies que j'ai peut-être utilisé 4-5 fois sur mon marathon, qui m'a permis de tenir musculairement un peu plus longtemps, puisque je vous l'ai dit, ce qu'on appelle le mur des 30 km, c'était plutôt un mur des 35-37 km quoi. Voilà, on va pouvoir parler maintenant un peu de ce qui est à améliorer, parce que je pense que c'est aussi important quand on analyse tout ça. Là, je vous ai parlé un peu de mes sensations. Maintenant, on va pouvoir en tirer des conclusions, on va pouvoir voir un petit peu ce qui est à améliorer sur ce marathon. Alors, nutrition, hydratation, rien à redire. Maintenant qu'on a dit ce qui allait, on va pouvoir parler de ce qui allait pas. Donc, premièrement, mon poids. Comme je vous l'ai dit, ce qui m'a arrêté, c'était non pas des variables physiologiques, parce qu'au niveau cardiaque, même si j'ai atteint 170 battements par minute, ce qui m'a vraiment limité, ce que j'ai senti qui m'a limité, c'est que j'avais même pas fini mon marathon, j'étais déjà plein de courbatures. Donc on voit bien qu'il y a quelque part quelque chose qui va pas. Donc peut-être un petit peu plus de seuil, un tout petit peu plus long. Pourquoi pas essayer de rajouter un peu d'entraînement en côte, voir un petit peu ce que ça fait, voir si justement rajouter un peu de côte, donc rajouter un petit peu de concentrique, donc de contraction musculaire concentrique dans mes entraînements, ça peut jouer sur du plat, parce qu'en trail forcément ça joue, mais sur du plat, est-ce que ça pourrait jouer? Est-ce que le fait de reprendre le vélo, ça va pouvoir me permettre de gommer un petit peu ce défaut? Je sais pas. En tout cas, je sais que voilà, des seuils un tout petit peu plus longs, un tout petit peu plus tôt dans la prépa. Ce que je vais faire aussi, donc je vais reprendre là mes séances de force, mais je vais aussi beaucoup faire d'endurance de force, ce que je faisais très peu. Endurance de force, en gros, c'est des efforts supra-VMA, donc c'est-à-dire que c'est presque du sprint, mais c'est du sprint long qui va durer sur du 30, 40, 50 secondes, voire même sur des 400 mètres qui va durer 1 minute 10. Donc voilà, c'est vraiment ce type d'effort où on prend 2-3 minutes de repos pour vraiment se laisser le temps de récupérer, un peu vraiment comme une séance de musculation, on est vraiment sur ça. Donc voilà, plus jouer sur ça. Deuxièmement, vraiment travailler ma foulée, vraiment là ça va être un gros point en parallèle des séances de force, en parallèle des séances de seuil sur lesquelles je vais beaucoup travailler. Va vraiment y avoir un travail de foulée à faire avec pas mal d'éducatifs. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai très peu mis en place, tout du moins je l'avais mis en place pour travailler ma pose médio-pied, qui est pas une nécessité chez tout le monde d'ailleurs, je préfère en profiter, mais voilà, j'avais mis des éducatifs en place à ce moment là, mais là va falloir que j'en mette d'autres pour plus le retour de la jambe sous la fesse qui est inexistant chez moi, pour le genou qui guide vraiment le mouvement, ouvrir vraiment mes hanches, travailler sûrement sur ma souplesse pour pouvoir ouvrir un peu plus, parce que je pense que d'un point de vue technique je suis peut-être un petit peu trop rigide. Et sur des distances plus ou moins longues, ça me joue des tours. C'est-à-dire que ça me joue des tours sur par exemple mes entraînements VMA où je manque de souplesse et je manque d'amplitude sur mes foulées, et ça joue aussi sur les distances plus longues où je perds de l'énergie bêtement avec une technique qui est vraiment moyenne. Voilà, donc ça va être vraiment mes axes de travail, mes 2 axes de travail principaux sur la course à pied. Oui, une chose très importante, et c'est l'une des dernières choses dont je vais parler, c'est par rapport aux sorties longues. Alors, la sortie la plus longue que j'ai faite c'était 2 heures, j'en ai fait 3-4 qui duraient entre 1h50 et 2 heures. Je pense que j'étais un peu dans cette préparation dans la mauvaise psychologie, c'est-à-dire que j'avais jamais fait de sortie longue aussi longue, mais par exemple quand j'avais une sortie de 1h50 à faire, je me disais je fais une sortie d'1h50. Et quand on arrive à 1h40, imaginons j'arrive devant chez moi un peu trop tôt, il est 1h40, j'avais vraiment la flemme de me dire ok je vais refaire une petite boucle en plus pour faire les 10 minutes supplémentaires. Je pense que psychologiquement, quand on est dans une préparation marathon, il faut vraiment pas compter les kilomètres ni les longueurs, et sur les sorties longues, en gros il faut se dire d'accord, je pars pour une sortie longue, et il faut être limite surpris par le temps, c'est-à-dire il est déjà 1h40, je m'arrête.
Je pense que c'est plutôt sur quelque chose comme ça qu'il faut être, alors que là, le fait de se dire je cours 1h40, déjà à 1h20 on est en train de tirer la langue, il reste 20 minutes, etc. Je pense qu'il faut plutôt être dans une psychologie de dire je fais une sortie longue, ok, et je me fais surprendre par le temps. Et je pense que à ces moments-là, là où à un moment j'avais même voulu faire 2h10, je suis rentré chez moi, il était 1h58, je me suis dit c'est bon quoi, je vais pas faire une boucle en plus, pour 10 minutes ça sert à rien. Et je pense que justement si, parce que le but des sorties longues c'est justement de travailler sur ce cycle d'impact dont je parlais tout à l'heure. Sur les sorties longues, en fait, ce qui est intéressant, c'est sur les dernières dizaines, quinzaines, vingtaines de minutes. C'est ça qui est vraiment intéressant parce que c'est là où justement le muscle est dans une phase où il est arrivé presque au bout de ses cycles de sollicitation maximale. Et au niveau mécanique, c'est là où il est dans des zones où il est plus trop à l'aise. Et c'est justement là où il va chercher à s'adapter. Et le fait de faire comme moi des sorties où on a tendance à les raccourcir un petit peu, et bien en fait les adaptations qui sont vers la fin, elles vont pas être faites et justement elles seront pas faites pour rien cette séance, mais elle va perdre beaucoup d'intérêt. Donc je pense que c'est intéressant de changer un peu cette psychologie là, et sur les prochaines sorties c'est vraiment ce que je ferai quoi. Là j'ai essayé de vous faire vivre ce triathlon, je fais trop de triathlon, j'ai essayé de vous faire vivre ce marathon de la meilleure des manières, en essayant de vraiment tout vous raconter, des fois de vous raconter des trucs qui vous serviront jamais, mais peut-être que justement s'il y en a un sur les 20 à qui ça a servi, eh bien je serais infiniment content d'avoir réussi à l'aider. Et ben écoutez, ouais, bonne fin de journée à tous. Pour ceux qui ont couru, bonne récupération. Pour ceux qui n'ont pas couru, et ben bon entraînement, hein, profitez-en. Prenez de l'avance sur ceux qui font des compétitions tout le temps et qui sont obligés de tout le temps se reposer. Voilà, prenez de l'avance. Et puis voilà, à la prochaine, je vous remercie. Bye bye.